Bonjour à tous et bienvenue, je suis Maxime Amieux et nous sommes réunis maintenant pour un atelier sur le sujet indépendant, 6 conseils pour trouver des clients sans démarcher. Moi je suis un indépendant, professionnel de la communication depuis 15 ans et donc à mon compte depuis 6 ans. Donc, j'ai créé l'agence Max et Myriam qui est une petite agence de communication. En particulier on fait des contenus de communication, donc vidéo et rédactionnels pour les entreprises. Et donc nous sommes basés à Nantes. Moi, ça fait quelques années que, de fil en aiguille, des personnes de mon entourage, de mon réseau, me sollicitent pour des conseils, un petit peu de coaching informel sur justement le sujet de la communication, de l'e-réputation, de comment trouver des clients quand on démarre en tant que freelance, en tant que micro-entrepreneur. Et donc, c'est des conseils que je partage assez facilement et de manière complètement informelle. Et puis, il y a un an, je me suis décidé à lancer une série d'ateliers. Donc, j'en ai lancé trois à Nantes. Puis deux autres, on m'a passé des commandes pour deux autres ateliers. Donc, en tout, ça fait 60 personnes qui ont participé à des ateliers en présentiel. Et puis, j'ai eu des très bons retours. Il y a des personnes que je me suis bien rendu compte et elles me l'ont dit que ça avait beaucoup aidé. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment là de partager finalement ça de manière complètement libre euh, par vidéo. Si j'ai décidé de prendre la parole sur ce sujet, c'est parce que moi, quand j'ai voulu me lancer, eh bien, j'allais rechercher un peu des techniques, des méthodes toutes faites, hein. Vous savez, ce genre d'articles sur lesquels on tombe sur le web quand on fait des recherches et quand on est un peu paumé, du type les 5 choses que font les super vendeurs pour trouver des clients, ou alors au contraire les 3 choses à ne pas faire, la checklist, la to-do list de l'indépendant qui gagne des clients, bref. Et moi, c'est des méthodes que j'ai essayées, des techniques que j'ai essayées, en fait, ça fonctionnait pas pour moi, ou vraiment pas super. Et puis surtout, j'étais pas du tout à l'aise, je sentais que c'était vraiment contre nature. Donc j'ai essayé des choses, j'ai observé ce que faisaient d'autres indépendants, j'ai copié parfois, je me suis inspiré, voilà, et puis finalement j'ai mis en place des techniques qui me correspondent, qui fonctionnaient avec ma manière d'être et de penser. Et puis comme ça, j'ai réussi à développer une activité qui fonctionne bien maintenant, dont j'arrive à bien vivre depuis plusieurs années. Et donc c'est issu de cette expérience-là en fait que je propose cet atelier-là. Donc attention, c'est pas du tout une méthode clé en main appliquée vraiment mot à mot, hein, que je vous propose là. C'est plutôt des idées, des choses que beaucoup d'indépendants en fait qui sont installés depuis longtemps pratiquent déjà sans même le savoir, mais qui peuvent beaucoup aider quand on est en phase de réflexion et de lancement de son activité. Voilà. Donc c'est parti pour les 6 conseils. Je vais partager avec vous mon écran. Hop. Indépendant, 6 conseils pour trouver des clients sans démarcher. Alors le premier conseil, ce sera de se présenter clairement. Parce que le but du démarchage, hein, c'est bien finalement de trouver des clients auprès desquels on va pouvoir facturer pour pouvoir gagner des sous et se verser une rémunération. Et la première chose pour ça, on va avoir un contact avec un client à un moment ou à un autre. Et donc à ce moment-là, il va falloir pouvoir se présenter clairement. Quand je dis contact avec un client, ça peut être un contact avec un prospect, avec des amis, dans des cercles professionnels, mais qui peuvent être une association ou autre. Bref, c'est comment est-ce qu'on se présente quand on a affaire à des personnes, quand on doit se présenter en tant qu'indépendant, avec une expertise ou quelque chose à vendre. Moi, ma première recommandation, c'est vraiment de passer du temps à réfléchir à notre façon de se présenter, pour éviter d'être en permanence à se présenter avec des mots différents, pour éviter d'être dans l'improvisation et du coup de renvoyer comme image à notre interlocuteur, à la personne qu'on a en face de nous, même quelqu'un qui ne sait pas trop où il va, de quelqu'un qui est hésitant, qui ne sait pas vraiment ce qu'il a à vendre finalement, comment. La personne à qui vous adressez, elle a besoin de comprendre très rapidement et de manière imagée euh, ce que vous avez à proposer ou à lui proposer. Donc ça, c'est ma première recommandation, c'est de se présenter clairement. Pour ce faire, mais je peux avoir plusieurs conseils, je vais prendre des petites fiches parce que pour être sûr de rien oublier. Euh, Premier conseil, c'est de se demander en fait pourquoi je fais ce métier et comment je le fais. Voilà. Moi, je suis un professionnel de la communication, je me suis spécialisé dans la conception de contenu de communication. Voilà, pourquoi et comment est-ce que je fais de la vidéo, par exemple. Voilà, qui est le plus gros de mon chiffre d'affaires. Pourquoi et comment je fais de la vidéo. C'est probablement pas la même manière que toutes les agences de production ou que tous les autres freelances en vidéo font leur métier. C'est probablement différent. Alors moi, c'est quoi ma méthode? Est-ce que c'est d'aller chercher au plus profond finalement
la parole, la voix authentique de la personne que je vais interviewer? Est-ce que c'est d'ajouter une touche fun et amusante et sympa à la vidéo parce qu'on en a marre des vidéos corporate où tout le monde est tout gris en costard cravate, etc. Est-ce que c'est... Voilà. Euh, Deuxième chose, c'est définir à quel besoin est-ce que vous répondez. À quel besoin est-ce que vous répondez? C'est important même si on a l'impression d'avoir une approche parfois qui est vraiment innovante ou un positionnement qui est très différenciant, c'est important de se dire, attends, mon client, lui, il a un besoin. Comment est-ce qu'il exprime son besoin? Parce que s'il n'y a pas de besoin en face, moi, je n'aurai pas de marché, je ne pourrai pas me vendre. Donc, je corresponds bien à un besoin d'un client. Comment est-ce que mon client exprimera avec ses mots son besoin? Par exemple, ah bah tiens, moi j'ai besoin d'un film institutionnel. Si vous avez l'habitude de dire vidéo corporate quand vous êtes vidéaste, bon, en fait, vous allez peut-être pas vous comprendre. Peut-être que votre client, lui, ne connaîtra pas ce mot de vidéo corporate, peut-être qu'il utilisera le mot film institutionnel parce que c'est comme ça qu'il l'a entendu. C'est comme ça que quand il a fait des recherches sur Internet, c'est sur ces mots-là qu'il est tombé. Peu importe, vous avez intérêt à comprendre quel est le besoin de votre client et les mots qu'il emploie. Ce sont des mots que vous pourrez réutiliser aussi dans votre discours de présentation. Euh, Ensuite, ça va être important pour vous faire comprendre et vous présenter clairement, eh bien, d'imager votre propos, d'imager votre façon de travailler, le type de projet sur lesquels vous pouvez travailler. Voilà, ça c'est vraiment d'une grande aide dans la présentation. Moi j'ai fait du développement commercial pendant plusieurs années dans une PME et je me présentais de manière complètement, enfin ça partait dans tous les sens, c'était absolument pas clair. Un jour j'ai fait un stage, enfin une formation à la vente au grand compte et qui m'a vachement aidé, j'ai été vachement secoué parce que je me suis présenté face au groupe et personne n'a rien compris, donc ils m'ont bien torturé pour que je trouve une autre manière de me présenter. Et à la fin, voilà la présentation que j'avais définie, c'est celle-ci. Bonjour, je suis Maxime Amieux, je travaille pour Moviken, et Moviken c'est une entreprise qui conçoit le TomTom des transports en commun. Ça permet de se déplacer d'un point A à un point B n'importe où en France sans utiliser sa voiture. Nos clients sont SFR ou la SNCF. Point. Et cette phrase-là, donc, que j'ai apprise, que j'ai écrite et apprise par cœur en 2007 ou 2008, je m'en souviens encore parce que je l'ai répétée en fait des dizaines et des centaines de fois. Voilà. Et c'est en fait aussi une raison pour laquelle on va chercher à choisir, à sélectionner et à peser chaque mot qu'on va utiliser dans notre présentation. C'est parce qu'on va le rabâcher en fait. On va le répéter, on va le répéter, on va le répéter. Et le but, c'est que à la fin, nos clients, nos prospects, des personnes qui doivent nous présenter à notre place, puissent nous présenter de la même manière qu'on le fait, avec nos mots. Moi, c'est gagné quand, par exemple, on est à un salon ou à une conférence, il y a quelqu'un qui me dit: ah tiens, Maxime, faut que je te présente Corinne. Alors, Corinne, voilà, Maxime, sa boîte, ils font le TomTom des transports en commun. Voilà, quand je suis présenté de cette manière-là, avec les mots que j'ai choisis, avec l'image que j'ai choisie, qui permet à la personne de se représenter plus facilement ce que je propose comme service, et ben en fait, c'est gagné. Euh, donc, on peut mettre un peu de temps avant de trouver précisément les mots. Il ne faut pas hésiter à tester dans les premières semaines, les premiers mois, jusqu'à ajuster. Et quand on a trouvé un discours qui fonctionne, on le garde. Euh, voilà à peu près pour cette première partie. Si on arrive à faire ça, se présenter clairement, en fait, ça a vraiment que des avantages. Ça permet de rassurer dans la première impression qu'on donne à un inconnu ou une inconnue. Ça permet de susciter éventuellement une curiosité ou une réaction. Et ça, c'est ce qu'on va rechercher, surtout quand on a très peu de temps pour se présenter à une personne. Et puis, ça permet de dire clairement en fait, à la personne, voilà ce que je peux faire pour vous. Donc quand on fait ça, en fait, on a tout gagné. Donc voilà un récap de ce qu'on s'est dit. À quels besoins est-ce que ça répond? Quels sont les mots des clients? L'objectif, c'est d'avoir des mots qui seront choisis, pesés, testés, validés, plutôt que d'être dans l'improvisation permanente. On va chercher à imaginer notre propos, avoir des exemples pour illustrer notre propos. Et puis, le but, c'est d'orienter aussi vers des projets que je veux. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas trop développé, mais en disant voilà ce que je fais, on peut aussi dire à l'intérieur de ça, c'est voilà ce que je souhaiterais faire. Par exemple, nous, on fait de la vidéo, et à un moment, moi, j'étais vachement intéressé pour faire des clips publicitaires. Voilà, des vidéos très courtes, plutôt que des films corporate, plutôt institutionnels, de 2 minutes 30. Moi, j'étais vachement, à un moment, intéressé pour faire des vidéos plutôt de 30 secondes, 10 minutes. Donc, la façon de me présenter, elle avait un petit peu différente. Elle était un petit peu différente. Au lieu de dire bonjour, je suis Maxime Amieux, le dirigeant de Maxime Myriam. On est une agence de production de contenu de communication, vidéo et rédactionnel. On réalise des films
et des contenus rédactionnels pour des entreprises, des associations et des collectivités, eh bien, je pouvais dire bonjour, je suis Maxime Amieux, dirigeant de Maxime Myriam. On produit des vidéos, en particulier des clips publicitaires pour des entreprises de la grande distribution ou bien du prêt-à-porter. Par exemple, on a travaillé récemment avec une filiale du groupe Eram qui s'appelle Montlimar pour un clip sur un pull bio made in France. Voilà. Ça peut être une manière de faire, là je l'ai inventé là comme ça, c'était pas super fluide, mais ça permet de vous donner une manière en fait de présenter qui permet de cibler un peu plus précisément euh, un type d'offre en fait que l'on souhaite développer ou auprès de prospects. On va passer à la suite. Je sors ma petite fiche. Deuxième, voilà, elle ressemble à ça mes fiches, hein. Deuxième conseil, le référencement web. Donc on en entend beaucoup parler, le référencement naturel, le SEO, le référencement web, tout ça c'est la même chose. Le principe c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour être identifié, pour être trouvé au-delà du bouche à oreille naturel. On n'a aujourd'hui, à ma connaissance, pas un seul acheteur ou client potentiel, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit l'âge du dirigeant, qui ne va pas faire de recherche sur Internet pour trouver un professionnel qui pourra répondre à un de ses problèmes ou lui apporter une solution. Dans les années, jusque dans les années 90, début des années 2000, il y a quelque chose qui était vraiment à côté duquel on ne pouvait pas passer, c'était les pages jaunes. Moi, la première entreprise dans laquelle je suis arrivé, eh bien, il y avait un budget, c'était une PME de 15 personnes, hein, il y avait un budget de plus de 10 000 euros chaque année pour être présent dans les pages jaunes. Voilà. Les pages jaunes, c'était le fonctionnement, c'était simplement par ville, on va avoir les professionnels par ville et par type de métier qui vont être classés et par ordre alphabétique. Euh, donc un professionnel, par exemple un électricien qui allait se lancer dans une ville comme Nantes ou dans une ville de campagne, s'il n'était pas présent dans les pages jaunes, bah, ça allait être compliqué pour lui de démarrer rapidement. C'était un peu la base et c'était difficile de s'en passer. Eh bien, on est en 2020, bientôt en 2021, et c'est dommage, peut-être pas difficile, mais c'est dommage de se passer d'une présence sur Internet, quelle qu'elle soit, euh, alors que ça peut être pourvoyeur de clients de manière assez importante. Un exemple. Euh, Quand on s'est lancé avec Myriam, donc, qui est ma partenaire dans Max et Myriam, eh bien, Myriam, elle est journaliste de formation et donc elle s'était inscrite, elle s'était référencée auprès du Club de la presse de Nantes. Et donc, le Club de la presse de Nantes a comme un annuaire, mais sur Internet, hein, sur lequel il présente les différents membres. Et donc, Myriam, son nom de famille, c'est Blal, ça commence par un B. Et donc, elle avait sa fiche comme ça, Myriam, voilà, journaliste, voilà ce qu'elle aime faire, voilà ce qu'elle écrit aussi pour les entreprises, etc. Et un jour, elle reçoit ce mail-là, de la part d'un monsieur qui est acheteur pour une entreprise, une agence de publicité qui s'appelle Léo Burnett, qui est une filiale de Publicis, basée en Suisse, et donc qui lui propose un, un contrat pour réaliser en fait une journée d'interview à Saint-Nazaire, donc à peu près à une demi-heure, trois quarts d'heure de route de Nantes, 2 jours plus tard. Et il lui écrit un dimanche. Donc ce monsieur-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était en panique parce que la personne à qui devait confier ce travail de rédaction l'avait planté au dernier moment. Il avait 2 jours pour trouver une personne qui pourrait réaliser des interviews pour un projet de communication pour Swiss Life, la compagnie d'assurance Swiss Life. Et donc il a fait des recherches sur Google. Il a tapé, je pense, hein, journaliste, rédacteur, Nantes, qui était la plus grosse ville, la plus proche de Saint-Nazaire. Il est tombé sur le club de la presse de Nantes, il a dû regarder l'annuaire, il a dû prendre, j'imagine, les premières lettres, peut-être le A, peut-être qu'il a appelé une personne avant Myriam, qui a un nom de famille qui commence par A, peut-être que ces personnes-là n'ont pas répondu, c'était un dimanche après-midi. Myriam, elle, a répondu, et c'était parti, elle a réalisé la mission qui était plutôt bien payé pour du travail journalistique, rédactionnel à l'époque, hein, donc c'est 650 euros pour une journée de présentation qui inclut quand même un temps d'écriture le lendemain, en général une demi-journée de travail. Et ce qui s'est passé, c'est que Myriam, elle a fait du super boulot, qu'ils ont été très contents, et qu'ils ont augmenté le budget. Donc après, le budget, c'était quasiment 900 ou 1000 euros, je crois, la journée de travail, enfin une journée et demie de travail, et qu'elle en a réalisé 15 des comme ça.
et qu'un jour elle ne pouvait pas emmener, elle avait trop de travail avec Swiss Life et avec d'autres, et donc elle m'a confié une mission de rédaction, et c'est comme ça que moi j'ai commencé à vendre du travail rédactionnel aussi à des entreprises. Et puis un jour, ils avaient besoin d'un photographe qui était plus dispo, et Myriam m'a placé en tant que photographe, alors que moi j'étais un photographe amateur éclairé, ok, mais pas professionnel, et c'est comme ça que j'ai fait mes premières missions de photographe. Et c'est parce que j'ai pris confiance aussi avec un appareil photo et avec ce type d'outil-là que j'ai été amené à faire de la vidéo ensuite. Donc ça nous a mené loin. Et tout ça grâce à un référencement naturel sur le site du Club de la Presse de Nantes, au départ. Donc le référencement naturel, c'est peu importe la forme, hein. Je vous ai parlé là finalement d'un portail ou d'un annuaire de la part d'un organisme de référence pour les journalistes ou pour les rédacteurs, mais ça peut être évidemment avoir son propre site internet, un site vitrine, ce qu'on appelle un site vitrine que l'on peut concevoir soi-même sur WordPress grâce à wordpress.org pour presque 0 € ou quelques dizaines d'euros par an. On peut le faire grâce à un professionnel, un développeur ou un web designer qui va créer notre site sur WordPress pour un budget de, allez, entre 1000 et 1500 ou un peu plus d'euros en one shot. Plus il y aura toujours quelques dizaines d'euros par an pour l'hébergement et le nom de domaine. Ou bien on peut faire appel à une plateforme telle que Wix ou Squarespace, ou il y en a plein d'autres, hein, qui permettent de créer un site comme on va créer un PowerPoint, hein, presque. Il y a toujours le contenu à créer ensuite, mais de manière très, très simple. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le site de Maximiriam, par exemple, maximiriam.com. Je l'ai fait sur Squarespace, et ça me coûte environ, je crois, 150 € par an, voilà, pour avoir un site d'aspect professionnel. Le référencement naturel, ça peut être aussi écrire un article de blog. Un article de blog, c'est pas comme un site vitrine qui présente de manière posée, carrée finalement notre offre. Un blog, c'est un espace de libre expression sur lequel on va prendre la parole sur des sujets qui vont intéresser nos clients, sur des problématiques que l'on rencontre, sur des retours d'expérience. On peut donner la parole aussi à des personnes, interviewer des personnes de notre entourage, des professionnels de notre entourage. Euh, je vais vous donner un exemple, hein, pour illustrer comment un article de blog peut mener à des ventes. On sort du B2B, on sort de la vente aux entreprises pour aller à la vente directement aux particuliers. Il y a un an et demi, j'en avais vraiment marre d'avoir des chaussettes qui toujours se trouaient, soit au niveau du talon, soit au niveau des orteils. Et je me disais, mais c'est pas vrai, mais même des chaussettes fabriquées dans les Vosges en France ou de super marques allemandes, bref, j'arrive pas à en trouver qui durent bien dans la durée et qui ne s'abîment pas. Peut-être que j'ai des pieds spéciaux, j'en sais rien, mais du coup j'ai été amené à googliser mon problème, hein. Donc à taper dans Google chaussettes solides qui tiennent dans le temps France Ecotex, parce que j'avais tapé bio et je trouvais pas trop, donc j'ai mis Ecotex, hein, qui garantit que certains produits polluants ne se retrouvent pas dans les chaussettes, dans les tissus en général. Donc j'ai googlisé mon truc et puis je suis tombé sur un article qui s'appelle Comment on a fait les chaussettes les plus résistantes du marché, qui contiennent les mots-clés que j'ai utilisés dans ma recherche. J'ai lu cet article qui était publié sur le blog d'une marque de vêtements qui vend ces chaussettes-là. Et j'ai trouvé le ton vachement sympa, l'article super sympa à lire. J'avais vraiment pas prévu de lire un article aussi long. J'ai dû y passer 6 ou 7 minutes à lire cet article-là. Mais il était vraiment, vraiment super chouette, drôle. Et donc finalement, j'ai lu en entier. Et puis, une fois que j'ai fini ça, j'ai été sur leur site pour en savoir plus. J'ai commandé quelques paires de chaussettes pour voir. J'ai dû en commander 2 pour essayer. Et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, c'était vraiment validé, elles sont super confortables, elles tiennent super bien. Résultat, j'en ai commandé 5 autres, Myriam en a acheté aussi, je le recommande partout autour de moi, et c'est une marque que j'aime beaucoup, et aussi d'un point de vue communication, ils sont très très bons. Donc vous voyez que écrire un article de blog sur un sujet qui peut toucher nos clients, qui correspond en tout cas à une problématique de nos clients, eh bien ça peut rapporter des ventes. Et c'est vrai en B2C, quand on s'adresse à des clients particuliers, mais c'est vrai aussi en B2B quand on s'adresse à des clients entreprises. En termes de référencement web, pour récapituler les différentes options qui s'offrent à nous, pour avoir une présence, une visibilité sur le web, on a parlé du site vitrine, qui permet de rassurer, d'humaniser, d'affirmer votre singularité, de présenter votre offre. Le blog, qui permet de mener une interview d'experts. Donc, que ce soit pas seulement soi qui prend la parole, c'est pas toujours moi qui prends la parole, mais ça peut être une personne invitée, un partenaire, un prospect, un client à qui je donne la parole. Ça peut être un journal de bord. Et puis une fois qu'on a écrit une série d'articles, ou qu'on a des choses à recommander, des articles qu'on a lus qui nous ont inspirés, qui pourraient inspirer notre entourage, eh bien on va pouvoir envoyer une newsletter. Par exemple, une fois par mois, tous les 2 mois, tous les trimestres.
Ensuite, les annuaires professionnels. Ça peut être le club de la presse, comme je le disais tout à l'heure, mais une association des professionnels de la communication. En fait, ça peut être une fédération, un club, peu importe, ça peut être sectoriel ou par affinité. Ça peut être payant ou gratuit, mais le principal dans ces cercles professionnels, en fait, c'est de pouvoir s'y investir un minimum. Si on paye juste une cotisation one shot, un coup, 50 euros ou 100 euros l'année, et qu'on ne fait qu'y être présent de manière que sur la façade, en fait, d'expérience, ça suffit pas. Voilà. Donc autant choisir on en reparlera tout à l'heure, hein, mais de s'investir pour une cause qui nous tient à cœur. Et puis une autre présence qu'on peut avoir sur le web, sans avoir à tout créer soi-même, ça peut être de s'appuyer sur des réseaux sociaux. D'un point de vue professionnel, en B2B, hein, quand on s'adresse à des entreprises, vraiment le réseau social phare, c'est LinkedIn. Et puis il peut y en avoir d'autres, hein, sur lesquels on peut avoir des utilisations professionnelles, hein. Ça peut être sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Et donc ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux pour améliorer notre référencement web, ça peut être de commenter, de raconter ce que l'on vit, de partager ce que l'on aime, les causes que l'on soutient, etc. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. D'un point de vue, là je me suis amusé à faire un diagramme en fait, hein, qui présente le niveau de confiance qu'inspirent les différentes techniques qu'on peut mettre en œuvre pour gagner de la visibilité sur le web et gagner en réputation, en e-réputation, avec l'effort que cela demande en face. Donc c'est vraiment arbitraire, hein, c'est moi qui ai fait ce diagramme-là. Donc je vais le commenter très rapidement. Par exemple, celui qui est tout en bas à droite, hein, celui qui inspire le plus confiance à mon avis et qui demande le moindre effort, c'est d'être interviewé dans un média professionnel qui fait référence en fait dans notre domaine d'activité. Si moi, en tant que vidéaste, je suis interviewé par le magazine de la communication des professionnels de l'Ouest, et que cette interview, elle prend une page ou deux, ben, en fait, je suis du coup lu et reconnu. Ça m'a pas pris beaucoup de temps d'être interviewé, et ça peut produire un effet très important. Si je suis interviewé dans le cadre du magazine du club des jeunes dirigeants, du CJD, ou du MEDEF 44 par exemple, eh bien c'est la même chose. Je vais être lu par mes cibles directement, par des dirigeants de TPE, de PME, de TI, d'entreprises de taille intermédiaire, de grandes entreprises potentiellement. Et ça me demande très peu d'efforts. À l'opposé, monter un blog, un podcast ou une chaîne vidéo, ça peut demander de l'effort, ça peut demander des efforts, ça peut prendre un petit peu de temps, mais on va prendre la parole sur des sujets sur lesquels on a une certaine expertise, et donc ça pourra payer, ça va inspirer confiance parce qu'on va prouver finalement notre expertise avec un, 2, 3, 4, une série de contenus à forte valeur ajoutée pour nos prospects, pour nos clients, pour nos partenaires. Organiser un événement, voilà, moi quand j'ai organisé l'année dernière mes ateliers sur ce sujet-là, hein, se vendre en tant qu'indépendant sans avoir à démarcher, les 6 conseils, eh bien ça m'a demandé pas mal de temps, de l'investissement aussi financier, je me suis fait aider, et pour finalement des résultats qui ont été là. J'ai eu des commandes ensuite, c'était pas forcément cherché, mais j'ai eu des commandes par des organismes, par d'autres organismes privés pour animer ces mêmes interventions-là. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Mais par contre, quand on prend la parole sur ce sujet-là, qu'on a bien bossé notre contenu, et en face de nous, on a derrière des professionnels qui sont là et qui nous font des retours positifs, ben on peut se dire qu'on a développé une légitimité, hein, ce qui peut manquer parfois quand on se lance, et donc qu'on inspire confiance. Troisième conseil, eh bien, c'est de miser sur ce qu'on peut appeler le social selling. Je reprends mes petites notes, hein. Le social selling, ben, donc en français, on va dire la vente sociale. Et moi, le sens que je vais lui donner, c'est la façon dont on va pouvoir, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, eh bien, s'appuyer sur le web, sur l'e-réputation, pour gagner des ventes. Un exemple très simple, hein, qui va bien vous parler, quand on fait une recherche de restaurant ou de plombier sur Google, très rapidement il y a la carte Google Maps qui arrive avec des professionnels, et ces professionnels-là, ils vont être notés, hein, avec des étoiles, avec un nombre d'avis en face, et puis une note.
Et là, ce que je vous affiche, là, c'est une copie d'écran quand je fais une recherche d'une agence immobilière dans la petite ville d'Éric, entre Nantes et Rennes. Et dans cette ville-là, eh bien, quand on fait une recherche d'agence immobilière, il y en a plusieurs qui apparaissent, et vous voyez qu'il y en a une qui apparaît au-dessus des autres. Pourquoi? Eh bien, parce que l'agence immobilière Thierry Fourni, notamment, c'est pas l'unique raison, mais notamment, parce qu'elle apparaît en première position dans les résultats de recherche Google, notamment parce qu'elle a de nombreux avis qui sont excellents. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Thierry Fourni avec son agence immobilière pour avoir ces notes excellentes? Eh bien, tout simplement, il a été demandé à ses clients, une fois que la vente était réalisée, il a été leur demander s'ils étaient d'accord pour lui laisser un avis. Il a même été jusqu'à leur expliquer dans un mail récapitulatif la procédure à faire, les différentes étapes à faire pour pouvoir laisser un avis sur Google, pour pouvoir aider ceux qui étaient un peu moins à l'aise peut-être avec l'informatique. Et puis grâce à ça, il a une certaine proportion de ses clients qui lui laissent des avis. Et donc il a un grand nombre d'avis qui sont excellents, des vrais avis, hein, pas des avis super génial, top moumoute, qui sont laissés par Chouchoute 44. Ça c'est pas vraiment digne de confiance. Et donc ce sont des vrais avis. Et donc je l'avais accompagné dans cette démarche-là, ce monsieur, à l'époque où je travaillais pour la chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire. Et donc, il me disait, ah oui, ça demande quand même un petit peu de temps et tout, les clients sont pas tous d'accord, mais il continue à le faire. Donc, je lui demande pourquoi est-ce que vous continuez à le faire alors? Mais il me disait, bah, ça rapporte quand même des clients. Concrètement, lui, à chaque fois qu'il a un nouvel appelant, une personne qui l'appelle lui demande comment est-ce qu'il a eu ses coordonnées. Et donc, il a de plus en plus de clients qui lui disaient, bah, en fait, j'ai trouvé vos coordonnées grâce à Google. Imaginons un particulier qui cherche à vendre une maison de campagne, une maison de famille qu'il avait dans le coin, qu'il a hérité dans le coin et qui ne connaît pas forcément le coin, il ne sait pas à qui s'adresser pour l'aider à vendre ce bien-là. Eh bien, peut-être qu'il va googliser sa recherche, hein. Il va peut-être taper agence immobilière, Eric, et entre 3 ou 4 agences immobilières, bah, dans le doute, il va peut-être appeler celle qui a la meilleure note et le plus grand nombre d'avis. Et donc c'est comme ça qu'il tombe sur Thierry Fournier. Après, c'est à lui de faire son boulot d'agent immobilier, il le fait très bien, d'être un bon professionnel pour accueillir, etc., le client, mais au moins ça lui permet de rabattre vers lui des contacts, des prospects. Donc le social selling, le premier outil le plus puissant de tous, c'est celui qu'en tant que particulier on voit en tant que Google Maps, mais qu'en tant que professionnel on appelle Google My Business. Et Google My Business, eh bien, c'est cette petite fiche à laquelle on a accès, sur laquelle on peut prendre la main. À partir du moment où on a une adresse professionnelle et un numéro de SIRET, donc à partir du moment où on est enregistré en tant que professionnel, eh bien, on peut gérer notre fiche Google My Business avec notre nom, notre prénom, notre adresse, et puis commencer à demander des avis à des professionnels, à des personnes avec lesquelles on a travaillé. Et ça va jouer assez grandement sur le référencement naturel, notamment de votre site internet et de la visibilité de votre entreprise. Un deuxième exemple de social selling qui fonctionne bien, c'est la preuve sociale. C'est eh bien de pouvoir raconter ou que d'autres racontent pour nous ce que l'on fait bien. Là, c'est une photo que j'ai prise qui est vraiment très mal, très mal cadrée, qui est floue, qui a été prise il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est simplement qu'on a partagé là avec les 5 personnes là, qu'on est réunies. On a partagé un moment qui avait été assez fort, assez intense. On a préparé depuis longtemps une conférence au Salon des entrepreneurs de Nantes et on était content de l'avoir bien menée. La salle était comble, il y a plus de 150 personnes, c'était un succès. On était tous complètement rétamés à la fin de l'heure et demie, je crois que ça avait duré. Et donc, on partageait une petite coupe de champagne et tout pour fêter ça. Et donc, de partager finalement ce retour d'expérience-là, eh bien, ça génère de la visibilité, des j'aime, des commentaires, etc. Et donc, ça permet de se positionner en tant que professionnel, de gagner de la visibilité et donc potentiellement eh bien, de gagner des clients. Moi, c'est en communiquant sur mon réseau social professionnel fétiche qui est LinkedIn, sur le fait que je travaille et je m'intéresse de près à l'entrepreneuriat et aux problématiques des entrepreneurs, eh bien, ça me permet, peut-être aujourd'hui, voilà, de pouvoir continuer à animer des ateliers sur le sujet du travail indépendant et des entrepreneurs. Donc ça sert à ma cause. LinkedIn, c'est un super outil pour identifier aussi, de manière un peu plus proactive, des prospects, des personnes avec lesquelles vous pourriez entrer en relation. Tiens, je vais passer directement euh, comme ça, sur Google, LinkedIn en live, pour vous faire la démo en live, ce sera encore plus parlant.
Donc quand j'ouvre mon compte LinkedIn, euh, eh bien, là, je vais pouvoir aller dans la barre de recherche pour essayer d'identifier des personnes avec lesquelles je pourrais être amené à travailler, des professionnels. Moi, dans mon métier, mes interlocuteurs, mes prospects, ce sont souvent des personnes qui sont responsables marketing, responsables communication et qui sont basées beaucoup dans l'Ouest, beaucoup à Nantes et autour. Donc si par exemple, ce sont des personnes que je souhaite cibler, je vais taper par exemple euh, marketing Nantes. Voilà, je souhaite entrer en relation avec des personnes qui travaillent en marketing à Nantes. Donc je vais faire une recherche comme je le fais dans Google, hein. Je tape mes mots-clés. Et alors les personnes avec lesquelles je souhaiterais en relation, donc ce sont bien des personnes, et pas des entreprises. Ce ne sont pas des relations de premier niveau, à savoir ce ne sont pas des personnes avec lesquelles je suis déjà en relation sur LinkedIn, parce que sinon je les connaîtrais déjà, je les aurais déjà identifiées, mais plutôt des personnes que je ne connais pas encore, mais avec lesquelles on partage des connexions en commun, des relations en commun. Donc ce seront des relations de deuxième niveau uniquement que je vais chercher à identifier. J'ajoute un filtre finalement. Je souhaite que ce soit des personnes qui soient basées à Nantes et dans sa périphérie, parce que c'est là qu'essentiellement se retrouvent mes clients, et c'est là que mon réseau est le plus important. Et je souhaite qu'actuellement, elles soient dans une entreprise en particulier ou pas, non pas forcément. Voilà. Et donc là, sur quoi est-ce que je tombe? Donc j'ai comment dire, les résultats qui ont été filtrés. Donc a priori 20 000 résultats, ça me paraît beaucoup, mais peu importe. Donc là, je vois Baptiste Turier, directeur marketing du FC Nantes. Et je revois surtout que l'on a 1, 2, plus 35, 37 relations en commun. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je regarde les relations qu'on a en commun. Et je regarde s'il y a des personnes là-dedans, en fait, que je connais particulièrement bien et qui pourraient nous mettre en relation. J'en connais pas mal, mais c'est pas des proches. Je continue à chercher. Ah bah super. Maxime Lebas, je le connais très bien, on est amis. Maxime, je pourrais tout à fait lui envoyer un petit message par LinkedIn ou alors un autre canal. Ça peut être un SMS, l'appeler directement sur téléphone. Dire allô Maxime, j'ai vu que tu étais en relation avec le responsable marketing du FC Nantes et moi j'aimerais bien pouvoir lui proposer des projets de communication. J'ai une idée pour lui. Est-ce que tu le connais bien? Est-ce que tu pourrais nous mettre en relation? Et là, Maxime, en fait, il va me dire très simplement ah oui, je l'avais rencontré, mais je le connais pas si bien que ça. Ou au contraire, ah ouais, je le connais super bien, pas de problème, appelle-le de ma part, ou je vous mets en relation. Et donc là, moi, mon démarchage, en fait, il est vachement facilité. J'ai pas vraiment besoin de me vendre à partir de zéro en prenant mon téléphone ou en allant me présenter de vive voix ou bien en envoyant un mail comme une bouteille à la mer. Là, j'augmente mes chances en fait de m'approcher en fait de ce prospect-là. Je peux regarder s'il y en a d'autres, mais je pense qu'il y aurait d'autres personnes euh, auprès de enfin, sur lesquelles je pourrais m'appuyer pour m'approcher de ce monsieur-là, Baptiste Turier, le responsable marketing du FC Nantes. Voilà pour la courte démo de comment utiliser LinkedIn pour trouver des clients. Donc concrètement, on peut inspirer confiance et orienter en fait des recherches de prospects sur Internet grâce aux notes et aux avis Google My Business. Et on peut identifier des contacts professionnels sur LinkedIn grâce au moteur de recherche, avec la manière en fait que je vous ai présentée juste avant. Pour que ça fonctionne, hein, l'identification de relations sur LinkedIn de deuxième niveau, des personnes que l'on ne connaît pas, eh bien, ça nécessite d'avoir quand même un certain nombre de personnes dans notre réseau LinkedIn. À partir de 50, 100 personnes, ça commence à avoir de la valeur, et que ce soit aussi des personnes que l'on connaît bien. Vous voyez bien que si vous avez accepté n'importe qui sur LinkedIn, ben ensuite ce ne sont pas des personnes à qui vous pourrez demander des services ou à qui vous pourrez demander des mises en relation, vous serez un petit peu gêné ou ça ne vous apportera pas grand-chose. Quatrième conseil pour trouver des clients sans démarcher, réseau d'hier, cause de demain. Je reprends mes fiches. Euh, alors pourquoi est-ce que je fais la différenciation entre réseau d'hier et cause de demain? Le réseau, disons que c'est jusqu'à ce que vous vous lanciez en tant qu'indépendant, ou à l'heure actuelle, voilà, jusqu'à maintenant, je me suis constitué un réseau. Donc on peut avoir l'impression parfois de ne pas avoir de réseau,
où on peut mal considérer le réseau. On peut se dire, ah ouais, mais les réseaux, c'est des pistons, c'est pas du tout la même chose, hein. Le piston, c'est je n'ai rien, je n'ai aucun mérite. Quelqu'un m'a donné de manière finalement aléatoire. C'est parce que c'est quelqu'un que je connais. Il m'a donné le poste à la place de quelqu'un d'autre qui l'aurait plus mérité que moi. Ça, c'est un piston. Le réseau, c'est je connais les amis de mes frères et sœurs. Je connais les amis de mes parents. J'ai fait du basket, donc je connais les gens qui ont fait du basket avec moi. Je connais les personnes qui encadrent dans ce club de sport. Je suis vachement intéressé j'en sais rien moi, par la vidéo, et donc j'écris des articles de blog et je commente des articles de blog d'autres personnes sur la vidéo régulièrement. Et bien les personnes avec lesquelles j'interagis régulièrement, finalement, elles font partie de mon réseau parce qu'on se connaît, on a appris à se connaître. Voilà, je fais partie de telle association, de tel réseau, de tel... Finalement, voilà, donc j'ai un réseau, on a tous un réseau. Les personnes avec lesquelles j'ai été à l'école, les personnes avec lesquelles j'ai été en études supérieures, les personnes que j'ai rencontrées en entreprise, tout ça, ça constitue notre réseau. Et notre réseau, finalement, si on y réfléchit bien, c'est beaucoup plus que 10, 15, 20, 30 ou même 50 personnes. C'est beaucoup plus que ça. Votre réseau, ça va être finalement des personnes avec lesquelles vous avez tissé des liens, qui sont des liens maintenant de connaissances, vous vous connaissez, et puis peut-être encore un peu plus que ça, il y a une confiance réciproque, parce que dans le temps, vous vous êtes prouvé que vous étiez des personnes peut-être fiables, de confiance. Eh bien, moi, ce que je vous recommande très fortement en tant qu'indépendant, eh bien, c'est d'oser, surtout quand on est en phase de lancement, d'oser vous appuyer sur votre réseau pour qu'il puisse vous rendre des services. Euh, ouais, c'est un truc que j'ai déjà entendu à quelques reprises et dit comme ça me paraissait bizarre, mais en fait, oui, je suis d'accord avec cette affirmation-là. C'est osez vous appuyer sur votre réseau, ne leur faites pas rater à votre réseau, hein, ne faites pas rater à votre réseau une occasion de vous rendre service. Quand on a une personne qu'on connaît, qu'on aime bien, qui nous demande un service, souvent on est très content de lui rendre ce service-là. Parfois on est débordé, on met un petit peu de temps à le faire, etc. Ou parfois au contraire on va pousser notre agenda pour pouvoir lui rendre service. Alors on est toujours spontanément, la plupart des êtres humains sont vraiment hyper contents de rendre service. Donc en ne demandant pas de l'aide, en ne demandant pas de rendre un service, finalement, on évite à des personnes, on croit ne pas déranger, mais en fait on leur enlève une occasion de rendre service et donc de se faire du bien et de faire du bien autour d'eux. Donc ne pas hésiter à le faire. Première chose à faire pour... je vais peut-être un petit peu trop vite. On revient. Moi, pendant un moment, j'ai cru que le réseau, faire du réseau, c'était d'aller boire un mauvais vin blanc le soir après le travail, avec d'autres indépendants au même stade de développement que moi. Parce que je pensais que le réseau, c'était aller, par exemple, à la cantine numérique à Nantes, qui est un lieu dédié aux professionnels du digital et de la communication. Et du coup, on se retrouvait à 100 personnes. J'ai l'impression que là-dedans, tout le monde se connaissait, tout le monde faisait à peu près le même métier. Et je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Il y a plein de gens qui se reconnaissent entre eux, enfin qui se connaissent, qui se reconnaissent. Moi, je suis là avec mes pauvres cartes de visite, je connais personne, j'ose pas aller parler à quiconque. Il y a des petits fours. Je m'ennuie, je ne sais pas comment aller aborder les gens, puis en même temps, même si j'allais les aborder, c'est pas à ces personnes-là que je vais vendre quoi que ce soit. Donc j'ai tenté d'autres choses. Je suis allé par exemple à des soirées qui étaient organisées par le Club de la communication de l'Ouest, avec plein de chefs d'entreprise qui venaient témoigner, parler, etc. Bon, on allait les écouter pendant 1 heure et demie parler, et puis c'est des gens qui étaient tout de suite alpagués dès la sortie pour avoir des rendez-vous, tout le monde s'échangeait les cartes de visite et tout. J'ai l'impression que c'était voilà, qu'il y avait plein de requins qui tournaient autour de la même proie et qui se jetaient dessus. Donc pareil, c'était pas super à l'aise. Vraiment à l'idée de mettre le pied dans la porte et à forcer un peu le contact, être très bon en 10 secondes parce que la personne n'avait pas plus de temps que ça à nous accorder. Moi, c'est pas du tout un truc dans lequel je me retrouvais. Je rentrais chez moi, j'avais mangé 4 pauvres toasts, ou alors au contraire, je m'étais gavé, j'avais bu un mauvais vin blanc. Et après, ce que j'ai développé comme technique qui m'aidait un petit peu à passer ces soirées-là, parce que je me forçais à y aller, à continuer à y aller, même si ça n'apportait rien, c'était d'aller voir tous les gens comme moi qui avaient l'air isolés et qui n'osaient pas aller parler aux autres. Et qui avaient l'air presque malheureux d'être là, de se forcer. Donc je me disais, tiens, bah, il y a quelqu'un qui est aussi mal que moi, je vais aller le voir.
J'ai pas trop de peur, pas trop de crainte à aller le voir, donc je vais aller voir cette personne-là. Puis dès qu'on avait papoté 5 minutes, on allait voir une troisième personne qui elle était isolée, puis au fur et à mesure on constitue un petit groupe, donc ça rendait le moment un peu moins désagréable, mais en fait concrètement derrière, mais ça n'apportait rien en termes de business, de prospect, de quoi que ce soit. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'était plutôt d'aller identifier des lieux dans lesquels je pouvais identifier des personnes euh, avec lesquelles je pourrais passer du temps, apprendre à se connaître et qui seraient des personnes à qui je pourrais potentiellement vendre des prestations, quoi. Donc ça nécessitait d'aller au-delà de mon réseau existant. Et puis je me suis dit, mais attends, mais quitte à passer du temps à m'investir dans des réseaux, autant que ce soit pour des causes en fait qui me tiennent à cœur, des choses qui me font plaisir. Donc j'ai pris l'agenda de tous les événements, l'agenda économique de Nantes. Donc, c'est pas, il n'y en a pas qu'un seul qui regroupe tout, mais j'ai été voir sur Nantes Saint-Nazaire Développement, qui est l'agence de développement économique sur le territoire de l'agglomération nantaise, et été voir tous les événements qui étaient proposés. J'ai été voir ensuite celui de la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, puis celui du centre de la communication dans l'Ouest, puis celui de la cantine, puis bref, j'ai regardé tous les agendas comme ça sur plusieurs semaines, et j'ai regardé les thématiques qui pouvaient m'intéresser. J'ai arrêté d'aller à des événements qui étaient le soir, j'allais à ceux qui étaient en journée, parce que j'étais en développement d'activité, et j'avais pas beaucoup de boulot, mais j'avais du temps. Et puis j'en ai trouvé un qui parlait de l'égalité homme-femme concrètement au travail, comment ça se passait actuellement. Donc c'était en 2015, je crois. Ça faisait quelques mois que je m'étais lancé. Et c'était des ateliers de travail sur une demi-journée qui étaient organisés par une association qui s'appelle les Entreprises pour la Cité. Donc je suis arrivé là-bas, j'étais le seul indépendant. Il n'y avait que des responsables ou des représentants de grandes entreprises. Donc j'étais assis, moi, autour d'une table en atelier de travail avec quatre autres personnes, dont le responsable régional de Total, la DRH de BNP Paribas, la directrice communication de Système U, etc. Donc que des grosses boîtes qui étaient autour de moi. Au bout de 15 minutes, on s'appelait tous par notre prénom, on se tutoyait. Et il y en a un ou deux qui m'ont demandé ce que je faisais là. Je leur ai dit, bon, j'ai vu que c'était ouvert, que c'était ouvert, que c'était gratuit. Moi, j'ai du temps. Ces questions-là, elles m'intéressent vraiment. Donc, je suis venu. C'est sincère. Et puis, l'association qui organise cet événement-là, les entreprises pour la cité, à la fin de cet événement-là, ils m'ont demandé voilà, comment j'avais eu vent de cet événement-là, pourquoi est-ce que ça m'avait intéressé, donc je leur expliquais. Et puis, ils m'ont dit, bah, pas de problème, écoute, ça fait du bien aussi d'avoir des indépendants, des petites boîtes qui viennent participer, qu'on ne soit pas que des grosses boîtes contre nous. Et moi, je leur ai dit, bah écoutez, moi j'ai du temps en vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, moi je suis OK pour vous donner un petit coup de pouce, vu que vous êtes que deux salariés. Je sais que les petites assos, parfois, on peut avoir du mal à communiquer correctement, on n'a pas toujours les moyens, donc si ça peut vous aider, moi je suis OK pour vous de rendre un coup de main ponctuel sur des vidéos, sur de la communication, en fait, dites-moi. Quelques semaines plus tard, il me contacte en me disant, ah bah tiens, on aimerait que tu ailles interviewer le directeur régional de la Poste, si tu es d'accord, ce sera pas très long, si tu es OK pour faire ça gracieusement, ça nous rendrait un bon service et pour intégrer dans une vidéo au niveau national et tout. Donc comme ça, j'ai été passer 1 heure dans le bureau du directeur régional de la Poste, avec qui on a papoté, on a fait connaissance, on s'appelait par nos prénoms, on s'est tutoyé, et puis il a vu du coup que j'étais bénévole au sein de l'asso, lui-même était du coup le président de l'association, et du coup voilà, il m'a dit bah tiens, appelle mon directeur communication de ma part, on en a certainement des projets vidéo dans les tuyaux, peut-être que tu pourrais te positionner, ça pourrait être intéressant. Et c'est comme ça que c'est parti. Et finalement, cette association-là, elle m'a fait travailler quelques mois plus tard, de façon cette fois rémunérée pour couvrir un événement en façon reportage ou couverture événementielle, en vidéo. Et puis ça m'a donné accès à tout un tas de personnes auprès desquelles dont j'aurais jamais pu m'approcher autrement. Je vois que je suis allé un peu trop vite, hein. Je reviens un tout petit peu sur le réseau d'hier. C'est nous, quand on s'est lancé avec Myriam, du coup, on a préparé un mail sous format newsletter qu'on a adressé à toutes les personnes que l'on connaissait. Des proches, donc des amis, de la famille, et puis des personnes qu'on avait rencontrées dans un cadre professionnel, des anciens collègues, des anciens responsables, managers, bref, des personnes qu'on avait interviewées dans des jobs précédents. Et donc on leur a envoyé ce mail-là. Et on leur dit concrètement de quelle manière pouvez-vous nous aider. Peut-être que votre entreprise pouvait avoir besoin de nos services, ou vous connaissez une personne de notre réseau susceptible d'être intéressée par notre offre.
Et puis, bah, suite à ça, on a des personnes comme ça, dans notre réseau, à qui on a adressé notre mail, qui nous ont transféré ce genre de message-là. Ah bah tiens, Maxime et Myriam, voilà Armel, là, un coach qu'on avait rencontré quelques mois avant, qui était super sympa, qui a transmis notre mail à la responsable communication de GRDF. Super sympa. Finalement, on n'a pas travaillé avec elle, mais super sympa quand même. Et finalement, en demandant service comme ça, il y a plein de gens qui nous le rendent bien et qui vont relayer notre message, notre parole, notre besoin. Ça, ce sont les associations pour lesquelles j'ai travaillé bénévolement et puis aussi de manière rémunérée, hein, mais auprès desquelles je me suis investi. Des associations ou des indépendants pour lesquels j'ai donné des coups de pouce. Euh, donc voilà, je parlais des entreprises pour la cité, Réseau Ville, l'école de la deuxième chance, etc. Et donc ce sont que des structures, des organismes, hein, pour lesquels j'ai un grand intérêt en fait pour ce qu'elles développent, pour ce qu'elles font. Donc j'y prends du plaisir. Et ça génère du chiffre d'affaires derrière aussi, directement ou indirectement. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a quelques mois. Il y a une association qui se constituait, qui s'appelle Inspire, et qui veille à la santé du dirigeant de PME. Moi, ça me parle bien. C'est un sujet qui me parle très bien pour des raisons personnelles. Et donc, dès que j'ai entendu parler de la création de cette association, j'ai pris contact avec eux. Je connaissais une personne qui était à l'initiative de cette association-là, et je l'ai contacté, et je leur ai dit, bah écoutez, si vous avez besoin d'un coup de main en com, moi j'adore votre thématique, et ce que vous allez faire, pour moi ça rend un grand service, donc si je peux vous rendre un coup de main en vidéo, par exemple pour faire des interviews ou des images, vous me dites, peu importe, ce serait avec grand plaisir. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis finalement, ils m'ont passé commande parce qu'ils me demandaient beaucoup plus en fait que juste un petit coup de pouce. Et donc ça a été rémunéré. Et donc ça me permettait aussi d'entrer en relation et d'interviewer des personnes qui sont des décideurs, des chefs d'entreprise. Et donc ça a permis encore une fois de développer mon réseau et de m'ouvrir de nouvelles portes. Donc vraiment choisir ses causes et en se disant je vais m'y investir et ça va peut-être pas tout de suite, mais m'apporter au moins de la légitimité, de la confiance, des contacts, des prospects et derrière du business, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner qui est très 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 utile, très pertinent et qui apporte du business vraiment. Donc pour le réseau d'hier, ma recommandation, c'est de 1. Lister vos connaissances. 2. Préparer un message clair avec votre attente, qu'est-ce que vous attendez d'elles, comment elles peuvent vous aider. Et puis ensuite, c'est de leur adresser un mail, voilà, qui pour moi est vraiment le meilleur canal. Enfin, vous pouvez aussi prendre votre téléphone, évidemment, hein, mais voilà. Pour les causes de demain, ma recommandation, c'est 1. De choisir une cause en fonction de vos affinités, et là où vos futurs clients s'engagent, là où eux-mêmes sont impliqués. Parce qu'il y a plein d'associations aussi ou de clubs d'entreprises qui sont dormants, dans lesquels il y a une ou deux réunions par an. Il faut les fuir ceux-là parce qu'il n'y a pas vraiment de vie. Voilà, il faut plutôt choisir des associations, des organismes, hein, dans lesquels les membres sont des membres actifs. Il y a de la vie, hein. Ensuite, identifier les structures et leur niveau d'activité. Participer à un événement pour faire connaissance, sans enjeu. Proposer vos services gracieusement. C'est l'occasion de montrer son expertise. Cinquième conseil, euh, chasser en meute. Chasser en meute, bon, c'est pas un mot qui est très joli, c'est pas une expression que je trouve très belle, hein, chasser en meute, hein, on est vraiment on se croirait dans bah voilà, justement dans la chasse à courre là, à devoir traquer une proie. Mais j'ai pas trouvé de terme qui s'adaptait mieux que ça. Désolé. Quand je veux dire chasser en meute, je veux dire par là, on se regroupe pour partager euh, du courage, de l'expérience, notre carnet d'adresses entre professionnels, entre professionnels qui partagent des mêmes prospects, des mêmes clients. C'est ce que font très bien les manchots, hein. Eux, ils chassent pas en meute, mais en tout cas, ils se regroupent pour se protéger du froid. Et si vous ne le savez pas, les places, elles tournent, hein. Et ceux qui sont le plus exposés au vent, là, qui ont le dos, qui sont tournés vers nous, ils vont tourner à l'intérieur du cercle pour se réchauffer. Et comme ça, tout le monde passe à l'intérieur au chaud et à l'extérieur à protéger les autres. Pour chasser en meute, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de rencontrer d'autres professionnels qui sont dans des secteurs d'activité complémentaires sans enjeu. Ça peut être simplement aller prendre un café pendant 15 minutes ou 20 minutes, aller les rencontrer,
Quand soi-même on est en train de démarrer, on a beaucoup de temps. Ceux qui sont installés, ils en ont peut-être moins, mais il n'y en a pas beaucoup qui vous refuseront en fait de prendre un café 15 ou 20 minutes, même en période Covid. Voilà, n'hésitez pas à aller solliciter des personnes qui sont dans des domaines proches du vôtre. Moi, je suis dans la communication, plus précisément dans la vidéo et les contenus rédactionnels. Donc les personnes qui sont dans des activités complémentaires à la mienne, eh bien, il va y avoir des agences web qui développent des sites web, des agences événementielles qui organisent des événements pour le compte de leurs clients, etc., etc. Donc je peux identifier comme ça plusieurs types de professionnels que je pourrais rencontrer, dont j'ai déjà entendu du bien, où je vais aller les rencontrer, et puis si ça fit bien, si on voit qu'on s'entend bien, on se dit, bah tiens, potentiellement que la prochaine fois que j'ai un client qui pourra avoir un besoin tel que tel que les solutions que tu proposes, en fait, ben, je pourrais te le renvoyer ou te le réorienter. Quand on commence à croiser comme ça les informations et à travailler à plusieurs, ça permet de croiser des informations sur des clients qu'on peut avoir en commun, de réfléchir à plusieurs, on peut se prévoir, donc moi c'est des choses que je fais de temps en temps avec des partenaires, on se prévoit parfois des séances voilà, sans enjeu comme ça, de brainstorming, on se garde 1 heure, 2 heures, une demi-journée, où on va réfléchir à une nouvelle offre, à des problématiques, on va partager les problématiques qu'ont nos clients, on va se dire, attends, comment est-ce qu'on pourrait faire pour y répondre, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer de nouveau, etc. Une fois qu'on a développé ce réseau-là de personnes de confiance, on va pouvoir recommander quand on a un client et on se dit, tiens, ce client-là, je pourrais lui parler de ce que font mes partenaires, ça pourrait les intéresser. Je vais leur dire, par exemple, bah, tiens, j'ai vu que votre site, en fait, c'est super, on a fait une vidéo, vous allez la poster sur votre site. Par contre, votre site, il mériterait peut-être un petit coup de lifting. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, bah justement, c'était un des projets de l'année. Ah ok. Je vous dis ça parce que moi, il y a une agence avec laquelle je bosse beaucoup, qui bosse super bien, à des tarifs vachement compétitifs. Ils sont super sympas. Voilà, il s'appelle Monsieur Lucien, donc n'hésitez pas à les recommander, à les appeler de ma part. Moi, je vais vous passer leurs coordonnées. Vous pourrez consulter plusieurs agences, mais voyez-les, ils sont très bons. Quand je parle comme ça à un client, quand je lui recommande comme ça un professionnel, ben, en fait, il y a beaucoup de chances pour qu'il les contacte. Euh, je ne sais pas s'ils travailleront ensemble, mais en tout cas, j'envoie un prospect à un partenaire parce que j'ai complètement confiance en eux. Euh, Et finalement, quand mon client me dit en face à face, bah ouais, parce que mon site, en fait, j'ai bien envie de le refaire, mais je trouve pas de prestataire ou je sais pas à qui le confier, ou l'agence avec laquelle j'avais bossé, j'étais pas super content, j'aimerais bien changer, bah finalement, je lui rends un service en fait. Je lui rends un service en l'aidant à répondre à ce problème-là ou à cette problématique. La condition pour que le réseau de partenaires et pour que le fait de chasser en meute ça fonctionne, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Relation de confiance, évidemment, c'est la base dans la vie et dans les affaires aussi. Donc, il faut que vous ayez une relation de confiance totale avec les personnes que vous seriez amené à, à recommander. Et pour qu'il y ait cette relation de confiance en général, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut que vous soyez alignés sur les valeurs, partager les mêmes valeurs. Faut que les compétences soient complémentaires. Il faut qu'il y ait une forme de réciprocité. Peut-être que vous allez renvoyer un client, deux clients, trois clients. Si au bout de ça, au bout de 6 mois, un an, vous avez renvoyé plusieurs clients à une personne de votre réseau et en face, vous n'avez rien eu, vous pouvez vous poser des questions. Normalement, il y a de la réciprocité. Certains font plutôt de l'apport d'affaires, à savoir, tiens, à chaque fois que je t'apporterai un client, tu me donneras 10% de la facture. C'est des choses que je pratique parfois, mais je trouve que quand il y a de la réciprocité, ça fonctionne, c'est pas nécessaire. Et puis, ça nécessite aussi, pour que ça fonctionne, le fait de chasser en meute, bah, qu'en termes de tarifs, en termes de prix à la journée, par exemple, vous soyez à peu près aligné. Si vous-même vous facturez 400 euros la journée et que vos partenaires ils se facturent 800 euros la journée, peut-être que pour votre client, ça fera un décalage qu'il aura du mal à comprendre en termes tarifaires. Sixième conseil, transmettre. Transmettre, ça peut être de différentes manières. Ça peut être en donnant des cours à des étudiants dans votre domaine d'expertise, de légitimité, là où vous exercez votre profession. Donc, moi, j'ai fait un IUT, par exemple, et j'étais amené à intervenir à l'IUT sur des cours de marketing digital. J'ai été intervenir pendant 3 ans auprès de l'Université de Nantes, auprès d'étudiants en licence pro e-commerce et marketing digital sur la communication. Auprès également de BTS sur le sujet du e-commerce. Pendant 2 ans au moins, j'ai fait ça.
auprès de plusieurs classes, c'était vachement chouette. Mais c'est pas que ça, c'est pas que auprès d'étudiants, ça peut être auprès de professionnels avec de la formation continue, des professionnels comme vous et moi qui sont en entreprise ou qui sont des indépendants et qui vont avoir envie de se former aux réseaux sociaux, à la communication au sens large, au développement commercial, à la communication non violente, bref, à tout un tas de choses, et qui vont payer pour ça, pour un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours de formation. Soit vous-même vous êtes organisme de formation, ou bien vous pouvez vous adosser à un organisme de formation qui sera l'intermédiaire en fait, hein, qui permettra à votre client d'être remboursé en partie au moins pour sa formation, pour les frais de formation. Moi, comme ça, j'ai été amené à travailler avec la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, la Chambre de commerce des Pays de la Loire, qui m'a embauché en tant que formateur, auprès d'un autre organisme AG2R en région parisienne pour une formation de plusieurs mois, qui a été une sacrée expérience. Et également en tant qu'indépendant en fait, où j'avais un client qui me disait bah, moi j'aimerais que tu me formes, sauf que j'étais pas organisme de formation et c'est de plus en plus compliqué d'être référencé en tant qu'organisme de formation. Du coup, j'avais été demandé à une boîte que je connais, qui elle-même est référencée organisme de formation, et qui m'avait dit bah, pas de problème, moi je gère la partie administrative pour toi, en échange de quoi je prends un pourcentage. Voilà. Donc ton client, s'il paye 2000 par exemple, bah, moi je prends 300 euros de frais d'intermédiaire et d'administratif. Et puis, comme ça permet à ton client d'être remboursé. Donc voilà, c'est des choses aussi qui peuvent se faire. Et concrètement, transmettre, là je suis allé directement sur la façon de faire, mais ça permet plein de choses. Ça permet de prendre du recul par rapport à son activité. Voilà. Quand on est lancé depuis plusieurs années en tant que professionnel, ben en fait, qu'on soit indépendant ou pas, ou qu'on soit en tant que salarié, mais on se rend compte qu'on fait les choses de manière mécanique, de manière empirique, et on a appris des choses, ok, et on les a intégrées au fur et à mesure à notre manière de faire, mais on se pose rarement un jour, 2 jours, 3 jours pour réfléchir à, bah tiens, si je devais transmettre ce que je fais et la façon dont je le fais, comment est-ce que je le transmettrais? Comment est-ce que je le mettrais si ça devait être dans un PowerPoint? Et si je devais faire travailler en exercice, si je devais faire travailler sur des exercices les personnes que j'aurais face à moi, comment je le ferais pour les aider à progresser, à comprendre les mécaniques, etc. Donc ça a vachement de vertu de transmettre, peu importe l'âge des personnes que vous avez en face de vous, peu importe leur niveau d'expérience. Ça permet cette prise de recul, ça permet de conceptualiser des choses qu'on n'est pas forcément conceptualisées. Et puis on se force aussi, parce qu'on se met un bon coup de pied aux fesses, hein, à faire de la veille, à s'informer aussi. Peut-être ça peut être des gros coups de boost, hein, pour s'informer, faire de la veille, se renseigner, s'inspirer sur des choses que font d'autres professionnels. Et puis derrière, bah, ça permet, parce qu'on est là pour parler aussi de qu'est-ce que ça permet en termes de démarchage, et bien moi d'expérience, les différentes interventions que j'étais amené à faire ponctuellement pendant 2 heures ou 3 heures en BTS, ou bien plutôt sur plusieurs jours ou plusieurs semaines de façon longue durée, ça m'a toujours rapporté du business ensuite. Je prends un exemple, une personne sur 60 personnes qui sont dans un amphithéâtre en BTS, auprès de qui je fais une introduction à l'e-commerce et comment le web permet de changer la relation client. À la fin de ce groupe-là, à la fin de ce cours-là, j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit: j'ai trouvé ça hyper intéressant ce que tu as raconté. Et vous avez parlé du réseau, de LinkedIn, vous voyez, hein, vous m'avez parlé du réseau, de LinkedIn et tout. Bah tiens, moi je cherchais une alternance. Est-ce que vous connaîtriez des gens? Est-ce que vous pourriez m'ouvrir votre réseau? On allait prendre un café pour en discuter un quart d'heure, 20 minutes, c'était vachement sympa. Et donc, je lui ai ouvert mon réseau. Voilà, il a pu contacter des personnes de ma part. Il s'appelle Maxime. Et donc, Maxime, suite à ça, il était super content. Et il m'a dit: ah, je te rendrai l'appareil, je te rendrai l'appareil et tout. Bon. Moi, j'attendais rien du tout de sa part. Et puis, un an ou deux plus tard, il m'appelle en me disant: oui, bonjour, c'est Maxime, tu te souviens, l'étudiant, tu m'avais aidé? Ah oui, 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 tout à fait. Mais en fait, il avait été embauché en alternant à la Maïf, la compagnie d'assurance, la mutuelle. Et donc, il cherchait un intervenant sur le sujet de l'e-réputation et des réseaux sociaux et des adolescents. Et vu qu'il savait que j'intervenais sur le sujet des réputations et des professionnels, il s'était dit: ah, tiens, peut-être que Maxime pourrait être intéressé pour faire cette intervention-là. Donc effectivement, c'était le cas. Donc je l'ai faite à la Maïf de Saint-Nazaire, ça a super bien marché. Et ce que je ne savais pas, c'est que ça avait été vu par le siège de la Maïf à Niort. Et donc depuis 4 ans maintenant, j'ai fait plus de 100 interventions, plus 100 animations d'ateliers sur ce sujet-là, des réseaux sociaux et des adolescents.
Et donc, c'est une des premières sources de chiffre d'affaires depuis 4 ans maintenant. Tout ça grâce à un étudiant qui a participé à une intervention que j'ai faite. Un jour où un autre exemple, un jour où mon activité n'allait pas très fort, j'ai une grosse baisse d'activité, eh bien je reçois un appel de la part d'une étudiante que j'avais en cours et qui me dit bah, Maxime, voilà, moi je suis en alternance dans telle entreprise, c'est une petite boîte, une start-up qui vient de lever des sous, qui vient de lever 1,5 million d'euros, et donc qui veut se développer sur le marché américain, ils veulent faire une vidéo, ils sont en train de contacter des agences de production audiovisuelle à Paris. Qui leur ont fait des gros tarifs et tout, et moi je leur ai recommandé de prendre contact avec toi. Donc je les ai rencontrés, ces patrons, on a fait affaire ensemble, et c'était un gros contrat, le plus gros contrat que j'avais touché à cette époque-là, et donc il m'a permis de me sortir la tête de l'eau et de me faire beaucoup de bien financièrement, et ça a été apporté par une étudiante, encore une fois, que j'avais en cours. Et j'en ai plusieurs des histoires comme ça, donc vraiment, euh, transmettre auprès d'étudiants, auprès de professionnels qui viennent se former pour une journée ou plus sur des sujets que vous maîtrisez, eh bien ça peut rapporter sur le coup, vous êtes payé, en général, c'est pas super bien payé la formation, hein. Ça peut être des interventions comme ça à l'université de Nantes, je crois que c'était payé 60 euros de l'heure, mais ça peut commencer à minimum 25 ou 30 euros de l'heure, en sachant que ça demande beaucoup de temps de préparation. Euh, et, et, et qu'il faut éviter d'avoir des étudiants qui s'endorment. Euh, Ça peut demander beaucoup de temps de préparation, ça demande du temps, de la disponibilité auprès du public que l'on a face à nous, mais derrière, ça peut rapporter gros. Donc, comment faire pour réussir à trouver des manières de transmettre, de former, d'intervenir? Première chose, mon conseil, c'est d'identifier des lieux où vous pourriez intervenir. Où est-ce que vos futurs clients sont formés? 2. Entrer en relation avec une université, une école, si vous souhaitez intervenir auprès d'une université ou d'une école supérieure, dès l'hiver ou le printemps. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à identifier des intervenants, les cours de l'année suivante. Ensuite, proposer un sujet, une approche, un format. Ça peut être un cours, un retour d'expérience, un atelier, un cas pratique. Et pour ça, vous pouvez regarder évidemment le programme et comment s'orchestrer leur programme. Eh bien, merci d'avoir participé à cet atelier. On a terminé avec les 6 conseils pour trouver des clients sans avoir à démarcher. Encore une fois, hein, ce ne sont pas une méthode ou des techniques clés en main à réutiliser telles quelles forcément. N'hésitez pas à les torturer, à en utiliser une partie, à vraiment à le faire à votre sauce, hein, en fonction de votre profil, de votre tempérament. Ne prenez rien pour argent comptant. Voilà, je vous souhaite bon développement, hein, pour votre entreprise. Si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi, hein, sur l'adresse mail qui est affichée juste après, qui est ici, voilà, maxime@maxmiriam.com. Et vous pouvez consulter également les autres tutoriels, les autres ateliers en fait que j'aurais mis en ligne sur le site maxmiriam.com dans la rubrique appropriée. Et voilà, on va se quitter comme ça et à très bientôt.